1954, il y avait une équipe, ce qu'on appelle l'Hitchcockoxisme, commençait à naître, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des cahiers même, il y avait de légères réticences, surtout de la part de Bazin, qui avait eu d'Hitchcock une vision finalement, bon, il a eu suffisamment d'idées de génie par ailleurs et d'intuition pour avouer cela, c'est qu'il n'a pas très bien compris Hitchcock au départ. Et quand on a eu l'idée, surtout avec François, Romer, Rivette, enfin la bande des Hitchcockiens, de faire ce numéro spécial, il n'a pas très bien saisi. Mais en très honnête homme, il a dit faites les choses comme vous l'entendez. Il s'est réservé le droit d'écrire un article, qui est d'ailleurs excellent, à l'intérieur du album. Alors, les grands Hitchcockiens, finalement, c'était Romer et moi. Un peu moins Hitchcockien, François, un peu moins Hitchcockien, Rivette, encore que, bon, François et Rivette, ils étaient quand même un tout petit peu plus réticents que Romer et moi. Je veux dire que il y avait encore chez Rivette et François une prédilection pour disons qu'ils étaient plus rosselliniens qu'Hitchcockiens. Alors que avec Romer, on était comme on était vraiment des enfants de Murnau, on était plus Hitchcockiens bien sûr que rosselliniens, tout en admirant profondément Rossellini bien sûr. Alors ce numéro a été le début d'une opération qui nous paraissait très vaguement une opération mystificatrice, c'est-à-dire d'essayer de montrer qu'Hitchcock était bien autre chose qu'un simple fabricant de films de suspense, que c'est la réputation qu'il avait en France, comme dans le monde entier d'ailleurs. C'est un bon fabricant de suspense, mais pas tellement meilleur qu'Henri Decoing, par exemple, ou des choses comme ça. Et toute l'idée a été de trouver un point d'appui pour montrer que c'était quelque chose d'extrêmement important. Et on s'est aperçu qu'il était très difficile de donner les clés véritables au départ. Donc, on est tous partis vers une notion métaphysique qui frappe toujours les gens en disant voilà, vous croyez que c'est ça, mais en réalité c'est du Goethe. Il est bien évident que les gens sont impressionnés et commencent à écouter ce que vous dites. Et alors là, il y a une chose magnifique, c'est l'article de François là-dedans, qui au lieu d'avoir... Alors nous, bon, comme on s'était chargé des considérations générales, François, lui, s'est chargé de l'étude d'un point particulier qui est l'ombre d'un doute, et l'étude de l'ombre d'un doute. Et c'est vrai que ce qu'il écrit sur l'ombre d'un doute est à la fois impressionnant et en même temps on se dit il exagère. Finalement, il n'exagérait pas du tout, puisque quand on a vu le bouquin les notes que Spoto avait récupérées sur la préparation de Strangers on a Train, on s'est aperçu que Hitchcock était encore plus complexe que ça, c'est-à-dire que tout n'était que signe. Bon. Alors déjà, montrer qu'il y avait des signes dans Hitchcock, c'était beau, et être encore en dessous de la vérité était une merveille pour nous. C'est une conférence de presse qu'Hitchcock faisait à l'hôtel Georges V, et il a fait son numéro, puisqu'il avait une espèce de carapace mondaine absolument formidable. Il a sorti ses astuces habituelles, et on a essayé de lui lancer des trucs en disant pour lui faire comprendre qu'on le prenait plus au sérieux et tout ça. Et quand on l'a rappelé quand je l'ai rappelé pour pouvoir aller le voir le lendemain, il a accepté une interview personnelle comme ça. Et ce qui a été formidable, c'est que il a compris assez vite. Au tout départ, il a commencé à rejouer le jeu de l'interview mondain, comme ça. Puis peu à peu, il s'est un petit peu plus déboutonné, et il a été assez formidable. Pour une des premières interviews sérieuses qu'il avait,
c'était vraiment bien, quoi. Il était étonné lui-même qu'on prenne ce qu'il faisait au sérieux, parce qu'il avait l'impression qu'il travaillait pour lui-même, quoi, j'ai l'impression. Mais là encore, il y a eu des choses très drôles. Par exemple, à un moment donné, euh, euh, il expliquait qu'il voyait les choses bigger than life. Et, et, euh, et je lui dis, bon, toujours j'enfonçais mon clou, je disais, est-ce que pour vous, ça fait une espèce de transcendance, c'est-à-dire que ça aboutit sur une forme de métaphysique. Et, euh, et alors, j'ai été attaqué parce qu'on disait quel intellectuel, cet homme qui traduit Bigger Than Life par métaphysique. Oui. Mais en même temps, ça a été le démarrage d'une autre vision, je pense, d'Hitchcock. C'est-à-dire qu'on a vraiment été, franchement, si on a fait quelque chose, la petite bande. François en premier lieu, parce il avait art qui lui permettait d'enfoncer le clou toutes les semaines. Mais si on a fait quelque chose de bien du temps où on était critique, c'est certainement ça, c'est de montrer enfin aux gens que Hitchcock était autre chose que cet auteur de divertissement qu'il est aussi, mais cet auteur de divertissement un peu vain qu'on voulait nous présenter. Il expliquait son storyboard. Oui, oui. Alors ça c'est des storyboards Hitchcockiens, ça. Bon. Bien entendu, je me souviens plus si. Je crois il en avait quelques-uns, puis il a dessiné rapidement quelques minutes comme ça. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle les storyboards actuellement. C'était juste un truc, parce qu'il avait un don de dessinateur tout à fait étonnant, hein, Hitch. C'était un truc pour lui, pour expliquer rapidement à, au cadreur ce qu'il voulait. Surtout pour ce genre de plan à trois avec deux de face et un tourné. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer au cadreur, et ça, c'était tout à fait. Je me souviens qu'il en avait fait, il nous en avait fait fabriquer un autre aussi pour montrer le. Je crois que c'était sur au sujet d'un plan de la main au collet, mais je me souviens plus. Mais il dessinait vite, vite et bien, comme on dit. C'est le premier livre sur Hitchcock. Il y avait juste la seule chose qui existait auparavant, c'est une espèce de monographie qu'avait fait Peter Noble à Londres. Et moi qui m'avais bien aidé parce que j'avais fait la filmo, ben, et ça m'avait bien aidé parce qu'il avait lui-même une filmo pas mal faite. What do you see? La jeunesse du livre est simple, c'est que, après le numéro spécial, comme ça avait fait un petit peu de bruit, il y a les éditeurs qui étaient à l'époque, c'était les presses universitaires qui faisaient des petites séries sur le cinéma, comme on en fait maintenant, et qui ont dit, mais ça serait intéressant que vous fassiez un Hitchcock quand même, après tout, peut-être.
Et donc c'est ce qu'on a fait avec Romer. Et on l'a fait, je crois que c'est Romer qui m'en a parlé, oui c'est ça, c'est Romer qui avait été contacté et qui m'en a parlé. Et je me suis précipité là-dedans avec le plus grand bonheur. D'autant plus que ça tombait bien, il y avait eu, quelques 2 mois avant, une rétrospective des œuvres d'Hitchcock à la Cinémathèque. Donc on avait vraiment une vue d'ensemble de l'œuvre d'Hitchcock, y compris la période un peu flottante, les moments un peu flottants de la période anglaise. Ça. Donc on avait une vraie vision d'ensemble de l'œuvre, et ça nous a permis d'argumenter davantage. Oh. Oh. And I reached across for the horse pistol and shot Dermot dead. Under Sam's. Under Sam's. Oh. 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 Even now, I sometimes long to go down, down, down to where I can go no further down, where nothing can hurt me anymore. Bien entendu, il y avait du délire d'interprétation, qui était volontaire, mais en même temps, on s'est aperçu par la suite que ce délire d'interprétation n'en était pas. C'est que finalement, c'était de l'interprétation pure et simple, qui nous paraissait délirante à l'époque et qui ne l'est plus du tout maintenant. Je veux dire que quand on lit ce livre maintenant, on n'a plus tendance à dire, comme on disait à l'époque, ils exagèrent. On dit, bah oui, en effet, oui, bah oui, bon, et alors? Now then, Lady Henrietta, you mustn't give way. I've brought you something to drink. Take this. Then you can go to bed and sleep. Drink it all down. Vous savez comment le livre a été construit, hein. J'ai fait la partie anglaise, hein, et Romer a fait la partie américaine, mais j'ai fait un film de la partie américaine et Romer a fait un film de la partie anglaise. Et on a fait ensemble la conclusion, y compris ce dernier paragraphe où on a travaillé, mais
presque phrase par phrase ensemble. Et effectivement, je trouve que c'est c'est d'une grande justesse. L'idée d'inventeur de forme, ce qui est une des choses les plus capitales avec Hitchcock. Parce il a continué à chercher des formes nouvelles tout le temps, même quand ça ratait un peu. Je me souviens d'une séquence de Marnie qu'il a absolument qu'il a tourné, la séquence dans la chambre, qu'il a tourné uniquement avec des acteurs de profil. Tout le temps. Même qu'ils se promènent, ils sont tout le temps de profil. On ne les voit jamais de face. C'est-à-dire que ça donne une impression de, de, de non-vérité, enfin de non-communication. C'est très très fort, c'est très beau, mais en même temps, ça marche pas. C'est-à-dire que c'est trop. C'est une manière presque trop intellectuelle, trop réfléchie de tournage. Et l'acteur, alors là, dans ce cas particulier, l'acteur ne devient qu'un pion, c'est-à-dire il finit par ne plus exister. Pour moi, il n'y en a que la moitié qui existe, puisqu'il est de profil tout le temps. Et alors bon, ça, il a abandonné par la suite, mais il l'a essayé. Il est le seul au monde à l'avoir essayé le temps de toute une séquence. L'interruption brutale d'un mouvement continu par un plan et la continuation du mouvement par la suite, c'est lui qui l'a inventé. Bon, il y a énormément de choses qu'il a inventées. Et il les a inventées non pas pour le plaisir de faire de la nouveauté, mais parce qu'il avait l'impression que ça donnait des signes, parce que c'est un cinéma de signes, ça donnait des signes supplémentaires sur ce que voulait dire sa narration. Il y a une autre chose qui m'a toujours frappé chez Hitch, mais là, dans le bouquin, on ne l'avait pas trop signalé, c'est son art de faire, mais bon, c'est toujours des signes aussi, enfin, c'est son art de faire comprendre le, la vie de personnages secondaires, ça donner une épaisseur aux personnages secondaires. Il y a dans Frenzy, il y a une séquence tout à fait extraordinaire à ce sujet-là. C'est le Ian Finch là qui est poursuivi par tout le monde et sur un banc au milieu d'une place et puis il y a quelqu'un qui lui fait un signe, son copain il monte et il y a un de ses anciens amis, la femme de cet ami, ça, ils se parlent. Alors le copain veut l'aider, la femme elle est plus sévère. Bon, donc ils discutent de ça et finalement la manière dont c'est tourné, la manière dont les gens se placent, euh, certains détails de regard, on s'aperçoit, on comprend, sans que ça soit dit à aucun moment, que le héros, Ian Finch, a couché avec la femme, que le mari ne l'a pas su, que la femme lui en veut de l'avoir quitté parce qu'elle avait l'impression elle pourrait vivre avec lui. Et il y a tout un univers dans cette scène. Voilà. Il y a 5 ans de la vie de quelqu'un presque toute une vie, qui apparaît à travers une. Oh, à la limite, on pourrait presque croire que c'est le plan où la fille s'installe comme ça en croisant les jambes. C'est très très remarquable ça. Ça c'est des choses que là-dessus, Hitchcock est incomparable. Il n'y a pas d'équivalent, je ne crois pas. Même chez Lang ou Murnau, tout ça, il n'y a pas d'équivalent. Hitchcock, quand il a été décoré, il a fait un dîner. Il a fait un dîner chez Maxime, où on avait été invité, autant qu'on était, c'était juste avant le tournage de Psycho, je me souviens. C'est là où j'ai rencontré Tony Perkins pour la première fois. On a parlé pas mal. Et ça n'était plus des rapports
de cinéaste avec des journalistes, c'était des rapports de cinéaste à cinéaste. Donc c'était assez différent. Hitchcock c'était très drôle. Il était, quand il a dit merci beaucoup d'être venu, je suis sûr que c'était sincère. Il nous remerciait d'être venu, alors qu'on était fous de joie, nous, de le revoir comme ça. Et il y a une autre histoire assez marrante, c'est quand il a fait Topaz, beaucoup plus tard, finalement c'est Truffaut qui lui a fait sa distribution française. Mais Hitch m'a très flatté parce que au départ il ne devait pas venir en France. Hein. Donc il m'avait demandé de faire une seconde équipe française. À moi, pas à François. De faire. Alors ça, bon, j'ai eu une petite conversation avec François comme ça, où il se posait un petit peu la question quand il me disait mais pourquoi pas moi? Mais parce que il n'a pas osé te le demander. Bon, c'est plus facile. J'étais très très fier. Et puis finalement, ça s'est terminé dans notre boudin parce que il a décidé de venir tourner en France quand même la fin de Topaz, si bien que je n'ai tourné qu'un plan. Il y a un plan de moi dans Topaz. C'est pas le meilleur, je vous le dis tout de suite. Il est bien évident que c'est à la fois le meilleur livre qu'on écrit sur c'est le meilleur livre d'entretien en tout cas qui existe, et en même temps on n'apprend rien. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on apprend que ce qu'Hitchcock veut nous raconter, et il se déboutonne juste en fonction de ce qui l'intéresse, quoi. Ça m'avait frappé dès le début, et je l'ai relu le bouquin, ça fait pas tellement longtemps, et je me suis aperçu que finalement il n'avait pas fait de confidence particulière, quoi. Mais en même temps, au niveau de la technique de fabrication du film, de sa manière de concevoir la fabrication des films, c'était patent. Mais sur ses secrets internes, sur lui-même, il est complètement muet. Je veux dire, c'est une espèce de grosse coque même j'ai l'impression qu'il se referme par moments complètement, qui passe à autre chose, quoi. Dès que François essaie d'une manière formidablement habile, d'ailleurs par des espèces d'attaques de côté, de le faire se livrer un peu, il ne réussit jamais. L'autre le recontourne. L'époque des dernières années est triste pour lui. Bon, c'est terrible parce que il y a l'alcool, il y a une espèce de sensation de se détruire en même temps, de ne pas pouvoir s'en empêcher. Je suis sûr que le mot cité par Spoto est vrai, l'océan de solitude, là. Mais en même temps, je maintiens que Frenzy est un de ses plus beaux films, est une chose absolument magnifique, et par conséquent, il était encore utilisable. Oui. Non, je crois que c'est on a eu je ne sais pas par où c'est venu, mais on m'a fait parvenir en me demandant, assez discrètement d'ailleurs, on m'a fait parvenir le scénario de Long Night, le dernier scénario qu'il a fait, en me demandant si éventuellement je pourrais reprendre le projet et tout ça. Bien entendu, il n'en est pas question. Mais j'ai été très, très étonné à la lecture de ce scénario de voir qu'il revenait sur l'espèce de frénésie, enfin, je veux dire, de frénésie sexuelle de Frenzy. Et de ce point de vue-là, c'est assez étrange parce que toutes les histoires un peu sordides des rapports d'Hitchcock avec ses actrices, enfin sordide, j'entends un peu ridicule, enfin, finalement devaient être soit vrai, soit possible, enfin, déjà possible. On voit l'importance que cette espèce de sexualité rentrée a pu jouer sur lui, sur toute son existence,
Les derniers moments, n'en parlons pas. Sur l'alcoolisme de la fin, enfin, toutes ces choses avaient une origine sexuelle, finalement. C'est ça moi qui ne suis pas très, très freudien de tempérament, je suis bien obligé de reconnaître que là, c'est évident.